bonjour à tous. Donc, c'est toujours un plaisir de venir à votre journée annuelle. Et puis, ça me rappelle le temps où je faisais partie des coordonnateurs de sites constitutifs dédiés à la déficience intellectuelle. Donc, on va vous faire une première partie de présentation qui est sur où est-ce qu'on en est actuellement du plan et où est-ce qu'on va. C'est la question brûlante actuelle, je crois. Et puis après, Anne vous présentera tout le travail qui a été fait sur les consentements. Je ne veux pas la notice d'information. Voilà, et notice d'information. Alors, 10 ans après, où est-ce qu'on en est puisque maintenant, ça va faire... le plan a été lancé en 2016. Donc, juste... brièvement, l'enjeu vraiment au début, c'était de mettre en place un parcours de soins dédié à la prescription du séquençage au débit de génome, puisque l'enjeu du plan France Médecine Génomique pour les maladies rares, c'était de donner accès au séquençage du génome pour l'ensemble des patients sur l'ensemble du territoire, pour des préindications déterminées, qui ont été déterminées avec la Haute Autorité de Santé. Et donc, à ce jour, il y a donc maintenant un parcours de soins qui a été mis en place sur l'ensemble du territoire. Il y a 2 laboratoires jusqu'à présent qui réalisent le séquençage du génome pour le plan France Médecine Génomique, qui sont localisés en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui se répartissent en fait l'ensemble du territoire pour les prescriptions. Ça a mobilisé énormément de cliniciens de toutes les spécialités de la médecine. La prescription pour les maladies rares, elle se fait principalement dans les CHU et ça a également mobilisé des centaines de biologistes sur l'ensemble du territoire puisqu'il y a des conventions qui ont été mises en place qui permettent de mobiliser les experts biologistes également. On a 82 préindications cliniques maintenant, dont une soixantaine dans les maladies rares. Et l'un des enjeux du plan France Médecine Génomique, c'est de donner vraiment accès à séquençage dans le soin, donc pour le diagnostic des patients. Et c'est ça qui a été au départ la difficulté, c'est que les autres initiatives internationales, c'était de la recherche, donc c'était moins compliqué à mettre en place que vraiment dans le soin, et de réutiliser les données en recherche. Et ça, pour le coup, on en est un peu loin. Donc, actuellement, en fait, on en est à plus de 50 000 patients qui ont bénéficié d'une prescription de génome dans les maladies rares, toutes préindications confondues. Il y a eu un démarrage un peu difficile au départ, le temps de mettre en place le parcours de soins et puis les organisations. Et puis après, les choses se sont lancées. Et actuellement, en fait, on est toujours en phase de croissance, mais comme on en discutait avec Vincent tout à l'heure, cette phase de croissance, elle est en train un peu de se ralentir. Il y a eu un moment, on était à plus de 30% de prescriptions par an. Là, on est aux alentours de 10 à 15%. Et vous voyez que, par contre, l'augmentation du rendu de résultats est encore importante et supérieure aux prescriptions, ce qui est bien parce qu'au départ, on avait pris beaucoup de retard, le temps de mettre en place les organisations biologiques. Donc, on espère qu'on va réussir à rattraper le retard. Maintenant, il y a moins de délais, mais c'est assez variable sur le territoire et en fonction des organisations et de partenariats locaux entre cliniciens et biologistes. Donc, la petite carte à droite, on avait évalué, en fait, en fonction de la fréquence des maladies rares dans la population, par territoire, le nombre de prescriptions auxquelles on pouvait s'attendre, toutes préindications confondues. Et au départ, l'installation de l'organisation, elle était assez disparate d'un endroit à l'autre. Et on voit maintenant qu'on couvre à peu près tout le territoire et que... donc ça se fonce à peu près partout, donc l'accès aux soins semble quand même bien meilleur. L'un des enjeux majeurs où là on n'a pas du tout atteint l'objectif et ça va être un véritable enjeu de la suite, c'est la réutilisation des données pour la recherche. Il y a eu quand on parle de la réutilisation des données en recherche, en fait les données de génome de Sequoia et d'Oragen, qui sont les 2 laboratoires, sont censés être transférés dans une structure nationale qu'on appelle le CAD, pour collecteur analyseur de données. Et dans cette structure, en fait, où toutes les données devraient être rassemblées, c'est un guichet ensuite d'accès aux données pour les chercheurs.
chercheurs au sens large, qui soumettent des projets à un comité d'éthique scientifique et qui après auraient accès dans une bulle sécurisée informatique aux données de tous les patients une fois que le projet est validé, pour permettre des projets de recherche d'envergure et notamment de recherche translationnelle pour mettre des nouveaux outils en place et trouver des nouveaux gènes. On n'en est absolument pas là, malgré déjà, pas mal d'années déjà de construction. Il y a un guichet unique qui a été mis en place avec des projets qui ont été soumis. Il y a plus d'une quinzaine de projets qui ont été soumis en maladies rares. Il y en a moins d'un tiers qui ont accès aux données pour l'instant qu'ils souhaitaient et avec pas toujours le type de fichier auquel ils souhaitaient, simplement parce que l'infrastructure elle-même a du mal à se mettre en place. On est dans la dernière phase, donc elle devrait, j'ose même plus le dire, mais on devrait en 2027 avoir une structure qui est quasi opérationnel. Et il y a eu toute une difficulté aussi réglementaire à mettre en place. Donc ça a pris beaucoup de retard et ça c'est vraiment l'enjeu de ce qui va venir parce que vous allez voir que sur un exemple récent, c'est indispensable que ça puisse être opérationnel maintenant parce qu'on prend du retard en recherche, mais aussi pour réanalyser les données des patients qui ont eu des génomes il y a quelques années. On sait que la réanalyse des données, c'est indispensable pour le soin et que là, pour l'instant, c'est pas du tout opérationnel. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'un des enjeux majeurs. D'autant plus qu'il y a une organisation internationale qui se met en place avec des collaborations européennes, voire internationales, pour permettre de valoriser les données génomiques en recherche. Et donc, la France participe en fait à l'initiative One Million Genome. Et pour l'instant, voilà, c'est un vœu pieux, on va dire comme ça. Donc, et l'intérêt, c'est justement sur les maladies ultra rares de pouvoir partager ou mettre ensemble, en tout cas de façon fédérative, les données de patients pour pouvoir avancer. Il y a aussi des signatures de collaboration qui ont été mises en place avec différents pays européens qui permettent de faire du partage d'expériences et de voir ce qui marche à un endroit, ce qui ne marche pas à l'autre et vice-versa, et de voir comment on peut progresser ensemble. Ça commence à pas mal s'organiser. Et puis, évidemment, il y a le projet RDRA dont vous avez sans doute entendu parler, qui est dans la suite de Solverde et qui a été une initiative européenne, notamment pour les maladies du neurodéveloppement, qui a été très dynamique. Et bien, l'enjeu, c'est que les données des patients français qui ont bénéficié du plan transmission génomique puissent en fait participer à cette initiative pour pouvoir être réanalysée comme ça l'a été pour Solverde. Mais pour ça, il faut attendre que l'infrastructure fédérée européenne soit opérationnelle et de facto que la française le soit aussi. Donc maintenant que je vous donne un petit état général. Je vous ai préparé un focus sur votre filière avec voilà, où est-ce qu'on en est des préindications en fait de la filière déficience. Donc voici voilà, petit rappel, donc la déficience intellectuelle, les malformations cérébrales, les troubles psychiatriques majeurs, les épilepsies pharmacorésistantes à début précoce, les malformations et maladies congénitales et précoces du cervelet et du tronc cérébral, les obésités génétiques rares et puis les troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Donc, je suis désolée, ça va peut-être vous faire un petit catalogue à la Prévert, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de faire un point préindication par préindication. Donc, je les ai présentés dans le sens chronologique, c'est-à-dire les plus, parce qu'il y a eu 5 vagues pour les préindications. Donc, j'ai commencé par les plus anciennes, entre guillemets. Donc, l'une des plus anciennes sont les épilepsies pharmacorésistantes à début précoce. Donc, elle a été sélectionnée en 2020. Il y avait une cible annuelle qui avait été proposée par il y a les noms en haut des porteurs de cette préindication qui sont Rima et Gaëtan, avec une cible annuelle de 450 patients par an. Et puis, ça a eu du succès. Donc, ils ont révisé un peu la cible à 500 par an l'année dernière. Donc depuis sa sélection, c'est des données qui datent de fin d'année 2025 parce qu'on fait un état tous les 6 mois et donc du coup les dernières données disponibles étaient fin d'année 2025.
Donc, il y a eu un peu plus de 1000 prescriptions qui ont été réalisées dans cette préindication. Quand on dit dossier complet, c'est-à-dire que c'est des dossiers qui partent au séquençage, où il y a les consentements qui sont complets, les prélèvements qui sont là, etc. Parce que quelquefois, il y a des non-conformités qui font qu'il y a c'est pas possible, et puis d'aller jusqu'au bout. Et puis, quelquefois, on reçoit le patient et puis les parents quelques temps après. Donc, il y a aussi un petit décalage. Donc, toujours est-il que fin d'année dernière, il y avait un peu plus de 900 comptes rendus qui avaient été réalisés. Donc, 87% des dossiers complets avaient été rendus, avec 24% de rendement diagnostique. Et si on regarde l'activité du coup sur l'année dernière, eh bien, il y avait à peu près 70% de cibles annuelles qui avaient été effectuées. Donc, on voit que eh bien, c'est une préindication qui a vraiment pris sa place, mais qui a encore un peu probablement un peu de marge encore de progression, ce qui explique les 15% de progression actuelle. Je suis bloquée. Attendez. Voilà, on va se mettre sur la flèche. Donc la deuxième, c'est les malformations cérébrales. Elle a été labellisée la même année. Donc là, la cible annoncée, c'était 300, puis elle a été révisée l'année dernière à 400. Donc on est aux alentours de 1500 dossiers maintenant complets qui ont été reçus, et avec à peu près 1400 comptes rendus réalisés. Donc vous voyez, à peu près 87% des patients qui ont bénéficié d'une prescription qui ont reçu un résultat, et un rendement diagnostique là qui est à peu près supérieur à 30%. Et l'année dernière, en fait, on avait dépassé la cible initiale, donc c'est pour ça que le plafond a été remonté par les collègues qui portent cette préindication. En fait, la cible, c'était pas c'était plus, la notion de cible pour nous, c'était plus une question d'avoir une idée de l'activité attendue pour pouvoir dimensionner en fait l'organisation, mais elle peut être révisée à la hausse ou à la baisse. Et quand elle est révisée à la hausse, ça nous permet de nous dire que il faut anticiper en fait en termes de capacité à répondre à la demande, puisque du coup on s'attend à ce que l'activité augmente encore. Et donc il y a eu à peu près 400 comptes rendus qui ont été rendus l'année dernière. Pour les malformations du cervelet et du tronc cérébral, donc c'est aussi la même année, donc la cible est de 40. Et vous voyez, il y a 163 comptes rendus qui ont été rendus depuis le début, avec pareil à peu près 80% des dossiers rendus et un rendement diagnostique de 30%. Et on est arrivé probablement à un plateau, puisqu'on est à la cible initiale. Et les collègues ont estimé que probablement il n'y aurait pas d'augmentation à venir ou à la marge. Alors, je suis désolée, voilà. Pour les troubles psychiatriques majeurs, donc c'est aussi l'une des premières. Donc la cible a été pas mal révisée l'année dernière parce que, en effet, probablement ça avait été un peu sous-évalué au départ. Et donc on est à peu près en dessous à peine 20% de diagnostic. Et donc on voit là que, en effet, ça augmente par rapport pas mal la demande par rapport à ce qui avait été envisagé au début. Alors probablement il y a un chevauchement entre toutes ces préindications, parce que il y a un continuum bien sûr dans vos préindications, ce qui explique peut-être que voilà, il y a des variations comme ça. Les troubles du spectre autistique, là c'était une préindication où il y avait beaucoup de prélèvements qui étaient annoncés par an. On avait été un peu étonnés autant. La cible a même été révisée récemment, alors qu'on est quand même pas à la moitié de la cible initiale. Donc voilà, on a quelques questionnements, mais il faudra qu'on rediscute avec les collègues qui portent cette préindication. Et puis, on voit que le rendement diagnostique, comme attendu, puisque il est dit normalement que ce sont des troubles sans déficience intellectuelle. Je dis bien il est dit, parce que comme les enfants sont jeunes, ça, c'est quand même pas si simple, probablement. Mais ça, vous savez ça beaucoup mieux que moi. Avec un rendement diagnostique donc, qui est environ de 15%, et on est à peine à la moitié de ce qui avait été annoncé en termes de patients. Et puis, la déficience intellectuelle, qui a ouvert progressivement, puisque à l'époque il y avait le projet pilote DEFIDIAG, et qui était il a été
déterminé qu'il fallait favoriser les inclusions dans le projet des FIDIAG et ensuite ouvrir la préindication une fois que le projet pilote était sécurisé, je vais dire comme ça. Et donc, il y avait une cible initiale qui avait été annoncée à 8 000, qui a été révisée fin d'année à 3 500. Alors, non pas que, comment dirais-je, ça passe on arrête à 3 500 évidemment les prescriptions. Je pense qu'il y a eu un phénomène comme la préindication au départ était un peu bloquée entre guillemets pour sécuriser des FIDIAG. Il y a eu pas mal d'habitudes de prescription avec probablement une très grande porosité avec la filière anomalie du développement, enfin avec la préindication anomalie du développement et syndrome malformatif, même si cette préindication normalement est réservée à des patients sans déficience intellectuelle, mais probablement il y a eu une porosité puisqu'on a vu cette préindication vraiment s'envoler entre guillemets, alors que la déficience intellectuelle a eu plus de mal. Et cependant, c'est quand même beaucoup des biologistes communs et des prescripteurs communs, donc c'est pas bien gênant. Le taux diagnostic, il est de environ 35%, ce qui est habituel. Et on voit que ça dépend aussi si le patient, évidemment, est en errance diagnostique depuis longtemps avec beaucoup d'examens faits précédemment ou si c'est fait très précocement dans le parcours de soins. Et ben, comme la cible a été nettement révisée, évidemment, le pourcentage de la cible ne veut pas dire grand-chose. Et donc, vous voyez, on a à peu près 4 500 patients qui ont bénéficié d'un compte rendu jusqu'à présent. Et puis, l'une des petites dernières, si ce n'est la petite dernière, c'est les obésités génétiques rares. Donc, elle a été labellisée très récemment. Il y a actuellement 28 dossiers qui ont été... 25 dossiers qui sont complets et 18 comptes rendus. Alors, 0% de rendement diagnostique, évidemment, ça ne veut rien dire. Sur des chiffres aussi faibles, il fallait que je remplisse la ligne, mais ça n'a aucun sens. Et on est au démarrage, mais elle démarre comme les autres ont démarré, et il n'y a aucune raison que elle va prendre son chemin comme les autres. Je terminerai avant de vous parler de la suite. Sur quelque chose qui, pour moi, est emblématique de l'urgence d'organiser vraiment l'accès à la réanalyse. Et bien évidemment, c'est ce que vous connaissez tous, hein, cette révolution qui, vraiment, je pense, nous a tous surpris de la fréquence des variations en fait introniques sur ces RNU, et c'est un champ qui s'ouvre, je pense qu'on n'a même pas anticipé. Évidemment, c'est l'exemple du RNU4-2, mais on voit que ça arrive aussi dans d'autres symptomatologies. Et ça, c'est une fois que ce premier article est sorti de nos collègues anglophones, le fait que la communauté se mobilise pour interroger toutes les données disponibles de génome et ensuite fasse du séquençage ciblé. Je sais que l'équipe de Boris et Delphine ont fait beaucoup de séquençage ciblé sur toute leur cohorte. Ça montre que c'est indispensable qu'on puisse mobiliser les données dès qu'il y a des découvertes. Et puis, pas seulement quand c'est les autres qui font les découvertes. Je pense que c'est une richesse, les données de génome de patients qui n'ont pas de diagnostic, et il faut absolument qu'on puisse les réanalyser maintenant. C'est indispensable, puisque là, on voit que très rapidement, ça a donné accès à un diagnostic à de nombreux patients. Pour conclure, parce que je dirais que les 10 années qui viennent de s'écouler ont été riches d'investissement national. Vraiment, au départ, c'était pas facile, mais la communauté s'est vraiment mobilisée, que ce soit l'ensemble des cliniciens maladies rares et des biologistes, pour que ce plan démarre et fonctionne. Pour les cancers, ils ont plus de mal, mais ça va venir. Il y a quand même un enjeu qui est l'interprétation clinico-biologique et les délais de rendu de résultats. Ça va mieux que ça n'a été à un moment, mais il y a encore des délais importants dans certaines préindications, voire dans certaines régions. Ce parcours de soins qui a été mis en place au départ était peut-être, je dis bien peut-être parce que
je n'étais pas une grosse défenseuse de cette organisation quand je suis arrivée, donc, est complexe. Il a été voulu à l'époque parce qu'il y avait une peur que sur quelque chose de nouveau, ça se mette à s'emballer dans tous les sens, et il y a eu une volonté de canaliser les choses pour que les choses s'organisent de façon consensuelle et pour tout le monde. Mais il devient indispensable de l'alléger, d'autant plus que maintenant, les gens savent prescrire, savent rendre des résultats. Enfin, il y a toute une période d'apprentissage qui maintenant est acquise, et il faut absolument réfléchir à simplifier ce parcours de soins, notamment le passage de la validation de RCP, surtout dans les grosses préindications qui complexifient vraiment les choses. Et donc, il y a eu... Voilà, ça, je pense que ça va être un enjeu vraiment de réfléchir maintenant à rendre ce parcours de soins plus fluide. Il y a toujours l'enjeu des rendus des données, des découvertes incidentes dont on attend toujours les recommandations de l'Agence de la biomédecine, ce qui fait que pour l'instant, on est un peu en difficulté. Et il y aura une évaluation médico-économique, parce qu'un jour, il faudra bien que ça passe dans le soin courant. Pour l'instant, c'est un financement ministériel complet qui ne pourra pas durer comme ça et vitam aeternam. Et donc, il va falloir réfléchir à ce que ça rentre dans l'organisation économique actuelle. Et puis, comme je vous le disais, l'enjeu, c'est la recherche. Le partage de données et la recherche, vraiment, ça, c'est un enjeu important. Et puis, probablement, on a été tellement préoccupés à mettre en place les organisations opérationnelles que on a sans doute un peu ou pas assez impliqué les patients et les citoyens dans ce plan, mais aussi parce que, en tout cas pour les maladies rares, les filières impliquent énormément, ce qui est vraiment exceptionnel, les patients et les citoyens dans toute l'organisation maladies rares, et que, eh bien, on s'est sans doute un peu trop mis en retrait. La question actuelle brûlante, à laquelle je vais sans doute vous décevoir, je dois l'avouer, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur plan France Médecine Génomique. Alors, le futur plan France Médecine Génomique, le 2.0, comme on l'appelle, je ne sais pas si c'est vraiment adéquat, mais enfin, on aime mettre des points et des zéros maintenant. Donc, il y a eu 3 personnes qualifiées qui ont été nommées par les ministères de la Santé, de la Recherche et de l'Industrie cet été, qui ont constitué des groupes de travail. Probablement, certains d'entre vous ont participé à la fois sur l'aspect diagnostic et sur l'aspect recherche, que ce soit pour les maladies rares et pour le cancer, et qui ont travaillé avec... l'IGAS et les GESR, comme on aime beaucoup les acronymes. Donc, l'inspection générale... Merci. Et voilà, l'action sociale. Et puis l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Donc et qui la feuille de route des ministères était que les inspecteurs et les 3 personnes qualifiées travaillent avec la communauté pour rendre un rapport conjoint au ministère au pluriel, pour qu'ensuite le futur plan soit rédigé, construit et budgétisé sur ce rapport. Donc, toute la communauté a travaillé, c'est beaucoup mobilisé, et bien, le rapport attendu avril-mai est toujours attendu. Voilà. Les inspecteurs tardent un peu, donc ce qui veut dire que l'arbitrage des ministères attend ce rapport. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est pour ça que j'atterris doucement, mais je suis navrée, je n'ai pas plus d'informations à vous dire sur la suite. Donc maintenant, je serai à votre disposition pour les questions à la fin. Ce qu'on vous propose, c'est que Anne, elle poursuive, et puis après, on aura vraiment un temps d'échange commun. Merci, Anne. Merci. Bonjour, moi je suis Anne Lenoir, je suis chargée de projet au PFMG que j'ai rejoint en septembre dernier. Et donc justement, parmi les projets dont je m'occupe, il y a les notices d'information qui sont des documents que vous avez certainement déjà vus, voire consultés ou utilisés. Et donc après que Christelle ait plombé l'ambiance avec les non-nouvelles sur l'évolution du PFMG, moi je voulais vous présenter un petit peu ça parce que c'est des documents qui sont extrêmement intéressants, qui ont été produits donc justement dans le cadre du PFMG 2025 et qui peuvent servir de passerelle pour la nouvelle stratégie du PFMG 2.0 avec, comme elle l'évoquait, effectivement l'implication de plus en plus des filières et des patients et des citoyens. Donc, les notices d'information du PFMG, vous avez le QR code qui vous renvoie sur le site internet, sur la page qui leur est dédiée si vous souhaitez le consulter. Vous pouvez le scanner dès maintenant, ou je l'ai remis un peu à la fin de ma présentation.
De quoi parle-t-on? Donc, ce sont des documents qui sont remis aux patients et ou aux parents de patients mineurs avant un examen génomique, donc, et qui ont pour but justement principal de répondre aux obligations légales d'information pour permettre un consentement éclairé de la part des patients, et qui sont, nous, justement, un document principal qui s'inscrit dans les travaux du groupe de travail éthique, réglementation et société du PFMG. C'était un projet qui a été initié donc, dans le cadre d'une construction participative avec un travail qui a été piloté avec l'INSERM et le Collège des relecteurs et qui implique, il y a un petit problème, qui implique vraiment un grand nombre de professionnels dans différents domaines. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire puisqu'on a à la fois des soignants, des chercheurs, des juristes, des médiateurs scientifiques et médicaux, des graphistes, pour avoir un document qui soit accessible et utilisable par le plus grand nombre de personnes. On a un article qui avait été rédigé justement sur ce sujet, notamment pour expliquer vraiment la stratégie et le but de ces documents qui sont donc un article qui a été publié dans Medicine Science. Et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a deux catégories pour ces notices d'information. Des notices qui sont consacrées effectivement aux maladies rares et à l'oncogénétique, donc tout ce qui est génétique constitutionnelle, ce qui concerne particulièrement les préindications que Christelle a présentées, et des notices qui sont consacrées au cancer. Pour vous donner un exemple, donc effectivement sur le site internet du PFMG, vous avez des arborescences pour vous montrer un peu la diversité des notices d'information dont on dispose et qu'on met à disposition. Comme je vous le disais, effectivement, vous avez des notices consacrées aux maladies rares et au cancer. Vous avez surtout des notices qui sont disponibles dans différentes langues parce qu'il y a une demande à la fois des patients, notamment parce que ça va être un vocabulaire, ça va être des termes, ça va être des formulations sur les aspects légaux, juridiques, qui peuvent être très difficiles à être parfaitement compris et parfaitement précis, et que donc il nous semblait indispensable de pouvoir le mettre à disposition dans différentes langues pour que les patients soient sûrs de comprendre pleinement. Donc vous avez des notices en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en turc. Pour français et anglais, toutes les notices sont disponibles sous les différentes formes que vous avez ensuite en dessous. En arabe, en espagnol, en turc, pas tout à fait. Mais il y a aussi quand même un autre élément que je mentionnerai après qui est intéressant sur ces notices. Et comme je vous le disais, ce sont des notices qui sont destinées à la fois aux patients adultes, comme vous avez un exemple ici, mais aussi aux patients enfants, mineurs, et éventuellement aux parents de patients mineurs pour savoir à quel moment et quel stade de l'examen génomique ils doivent être impliqués, et surtout si eux ont des questions spécifiques par rapport à l'autorité parentale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différents formats, donc à la fois des formats classiques les plus complets possibles, mais aussi des formats simplifiés, plus accessibles, ou des formats illustrés qui permettent d'avoir des informations toujours aussi précises, mais parfois un petit peu moins effrayantes par la quantité de texte que vous pouvez fournir dans une notice classique. Donc, comme je le disais, effectivement, l'objectif de ces notices, c'est vraiment de comprendre ce qu'est un examen génomique, mais aussi quels sont les bénéfices, mais les limites et les conséquences sur des aspects sociaux, sur des aspects médicaux, sur des aspects relationnels, notamment au sein de la famille. Et pour chaque personne, vraiment de pouvoir aborder les différentes notions de sa situation propre, notamment par rapport au type de maladie, au type de transmission selon la mutation génétique. Vraiment, l'objectif principal de cette notice, c'est d'informer le patient sur tous ses droits pour permettre un consentement éclairé. On a mentionné effectivement les consentements tout à l'heure. Le document de notice n'est pas le document de consentement, mais il est normalement nécessaire pour apporter absolument toutes les connaissances. Donc c'est un outil pour vraiment aider à la décision, pour aider le patient à poser toutes les questions, à nouveau, que ce soit sur les aspects biologiques, génétiques, mais aussi juridiques, médicaux, pour permettre une décision libre et informée. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment des notices d'information pour les examens de génétique constitutionnelle et de génétique tumorale qui permettent justement de remplir, en parfaite connaissance normalement de la situation, les consentements que Christelle évoquait. Et je mentionnais effectivement que sur les notices en turc, arabe et espagnol,
vous n'avez pas tous les formats, mais vous avez des consentements qui ont été traduits dans ces langues pour que justement les gens puissent les lire et avoir une compréhension complète du document consentement. Le consentement est adossé à la notice classique. Il n'a pas de légitimité puisqu'il faut que le document signé soit en français, mais il permet d'avoir une traduction directe qui a été validée effectivement par des traducteurs qualifiés pour être sûr que le consentement est pleinement compris par les patients. Le public visé par ces documents donc, sont, comme je le disais, les patients majeurs et mineurs, les parents ou représentants légaux pour les patients mineurs, mais aussi, et c'est là qu'aujourd'hui je m'adresse à vous, les professionnels de santé, les chercheurs et les associations de patients, les filières maladies rares, comme relais d'information pour la transmission de ces documents. Nous, au niveau du PFMG, on a une visibilité effectivement sur la fréquence à laquelle ces documents sont téléchargés sur notre site internet. Je vous ai mis un petit résumé ici, mais donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a régulièrement effectivement ces documents qui sont téléchargés. Après des échanges avec certaines personnes qui sont impliquées dans le parcours et les examens génomiques dans différents centres, et notamment les chargés de parcours génomique du PFMG, on sait que beaucoup de professionnels de santé ou de contacts justement au niveau des différents centres téléchargent le document mais ne vont pas le retélécharger à chaque fois parce que bien sûr l'avoir sur son disque dur ça permet d'y accéder plus facilement que de devoir repasser par le site internet du PFMG à chaque fois. Donc on en déduit qu'en fait les téléchargements qu'on observe en continu sont plutôt des personnes autres, donc justement des patients ou des associations de patients qui viennent voir le document. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on aimerait pouvoir utiliser un peu ces notices d'information pour faire la passerelle et pour pouvoir entrer en contact avec les associations de patients, les filières maladies rares, comme l'évoquait Christelle, pour plus travailler avec eux au niveau du PFMG. Donc, si vous avez des retours à nous faire sur ces documents, si vous les avez déjà utilisés, on est vraiment preneur de toutes les informations. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin ou en tout cas à me contacter par mail par la suite parce que vraiment on est à la recherche de retours d'informations pour savoir comment on va pouvoir faire évoluer ces notices dans le cadre du PFMG 2.0. Au niveau du contenu, donc, globalement, vous avez à peu près toutes les questions qui peuvent être posées. La nature de l'examen génomique et le parcours de soins, la façon dont il s'inscrit dedans, les résultats possibles justement à l'issue de cet examen, les données incidentes que j'ai mis effectivement en italique et entre parenthèses parce que comme le disait Christelle, on est encore un peu limité puisqu'on attend le retour de l'Agence de la biomédecine, mais aussi les notions de réanalyse des échantillons ou des données pour le soin et pour la recherche. Mais ensuite aussi donc le mode de collecte, la conservation justement de ces données, ces échantillons, et la réutilisation des données dans le cadre des projets de recherche, les notions de RGPD. Donc c'est vrai que ça en fait un document dans son format classique qui est quand même assez lourd, avec 15 à 20 pages dans sa totalité, des schémas qui peuvent parfois être aussi un petit peu durs, donc ça a vraiment parfois ce côté un petit peu effrayant pour les patients qui sont en plus parfois dans des situations très, très dures. Comme je vous le disais, effectivement, il y a des notices adaptées, le but étant de les rendre accessibles à un public le plus large possible, donc avec des versions classiques, simplifiées et illustrées, destinées aux patients majeurs, patients mineurs et parents de patients mineurs, disponibles en 5 langues. Et comme on le mentionnait également, la médecine génomique implique à la fois le soin et la recherche en étroite collaboration. Donc, il y a dans ces notices une explication sur quelle est cette collaboration qui existe et comment, justement, les échantillons peuvent être ensuite réorientés vers des projets de recherche, mais aussi, justement, quels sont les droits des patients vis-à-vis de ces échantillons et vis-à-vis de ces projets de recherche qui sont derrière. Il y a ce côté en fait, qui est inscrit dans les notices d'évaluation, dans les notices d'information, excusez-moi, que l'examen génomique s'inscrit dans une durée, c'est-à-dire que quand vous avez des échantillons qui sont prélevés, des données qui sont produites à partir des patients, vous allez avoir des données qui sont conservées et qui donc peuvent être réutilisées bien plus tard, des années plus tard éventuellement. Donc on veut que les patients le sachent pour qu'il y ait vraiment une confiance et qu'ils n'aient pas l'impression
que ces échantillons sont accessibles absolument à tout le monde, mais aussi justement peuvent représenter une porte ouverte à une brèche de données comme on peut en entendre parler régulièrement. Il y a vraiment une notion de vouloir construire une confiance, d'être parfaitement transparent pour à nouveau qu'il y ait un consentement de la part des patients qui sont en pleine connaissance. Et ces documents sont appelés à évoluer. On a effectivement des formats donc, qui ont été générés il y a déjà quelques années. Et actuellement, on a un début de retour justement de la part de représentants de patients et d'associations, à la fois sur les notices cancer, donc avec Sandrine de Montgolfier et Lola Roy, qui ont fait déjà plusieurs sessions de travail avec des patients adultes et mineurs, pour justement avoir un petit peu le retour et savoir comment on pourrait les faire évoluer. Et on commence aussi à avoir des retours de notices sur la génétique constitutionnelle grâce à un projet ANR Infogénétics. Actuellement, avec le PFMG, on a un groupe de travail notice qui est animé par Flavie Mathieu, que certains d'entre vous doivent bien connaître, où on travaille justement sur la mise à jour de ces notices. Et notamment, je sais que Flavie travaille actuellement sur des documents au format FALC, donc facile à lire, facile à comprendre, qui nous font réfléchir aussi justement sur la nécessité éventuellement d'en produire dans le cadre du PFMG pour les notices PFMG. Il y a eu des échanges aussi avec les chargés de parcours génomiques pour savoir quelles étaient les attentes en termes de langue, en plus des 5 qu'on propose actuellement. Alors c'est vrai que maintenant, avec l'ère d'Internet et des traducteurs en ligne, il y a toujours une possibilité effectivement de récupérer, de traduire directement les termes, mais il y a aussi beaucoup d'évolutions au niveau de la société, au niveau des patients qui viennent contacter les centres pour ces demandes, et on réfléchit donc éventuellement à proposer peut-être d'autres langues pour ces documents. Pour vous montrer un petit peu ce qui se fait en termes de retour et d'évolution actuellement, vous avez donc des exemples justement de retour de la part des patients, donc dans ce premier document ici, à la fois sur le contenu global, l'ordre aussi des informations telles qu'elles sont dans la notice, mais aussi justement sur la formulation ou sur la représentation de certaines images. Donc, ce qui nous amène à une réflexion aussi sur l'évolution des graphismes pour qu'ils soient le plus clairs possible et qu'on ait à la fois toutes les informations, mais en même temps pas trop d'informations dans une seule illustration. Donc, c'est un travail qui implique aussi justement une réflexion de la part des graphismes, mais aussi de personnes impliquées plus sur les aspects sociétaux et la façon dont sont perçues aussi les représentations. Et de plus en plus, on évoque aussi d'autres modes de transmission que les mutations uniques ou les maladies monogéniques. Donc là, on est en pleine réflexion avec le groupe de travail sur à la fois la formulation et la manière dont on pourra représenter ces autres modes de transmission. Donc en résumé, comme je l'ai déjà dit, donc l'objectif principal vraiment de ces documents sont de rendre le patient acteur de sa décision. C'est un support de consultation et d'information, mais vraiment pour donner tout le pouvoir au patient sur sa propre situation. Donc c'est un outil qu'on veut à disposition de tout le monde, c'est-à-dire les patients, les associations, les professionnels du soin et de la recherche. Et c'est des documents qu'on veut actualiser, évolutifs, et adapté vraiment à nouveau pour un public le plus varié possible. Vous avez un petit panel effectivement des différentes notices qui sont disponibles sur le site, avec à nouveau le QR code si vous souhaitez y accéder. Donc elles n'y sont pas toutes, puisque, comme je vous le disais, on en a beaucoup, notamment en français, en anglais et un petit peu moins dans les autres langues. Mais l'idée, c'est vraiment que vous sachiez un petit peu à quoi elles ressemblent, en sachant que justement avec le groupe de travail notice, comme je vous le disais, elles vont fortement évoluer, qu'on attend encore justement tout ce qui est les recommandations pour les données incidentes et qu'on veut les diversifier, les rendre les plus accessibles possibles. Et à nouveau, comme je le disais, on fait appel aussi éventuellement à tous les retours de gens qui ont eu l'occasion de les utiliser et qui souhaiteraient nous faire part de ce qu'ils en pensent. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à aller sur notre site internet, les consulter si ce n'est pas déjà le cas, et revenir vers moi pour la suite. Voilà, donc je te laisse. Et donc pour continuer, en complément de ce que vous disiez Anne, étant donné les réflexions actuelles du groupe de travail sur l'adaptation des documents en langage FALC,
N'hésitez pas, si les personnes de la filière qui sont très impliquées dans ce type de choses souhaitent participer, on sera ravis de vous accueillir dans le groupe parmi les professionnels qui vont se consacrer à cette évolution.